chers amis, 418 milliards d'euros. Je pense que le titre de cette émission a dû en attirer plus d'un ce soir. 418 milliards d'euros, c'est le prix de la concurrence illicite des grandes surfaces. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, est cité dans le journal La Provence il y a 2-3 jours, là, le lundi 5 juin 2023, pour mettre la pression aux industriels et féliciter les distributeurs. Pendant ce temps, Gabriel Attal lance sa loi sur la lutte contre les fraudes. Pourquoi ce gouvernement et Bruno Le Maire ont-ils peur de lancer un plan de lutte contre cette fraude pour récupérer cet argent qui est dû aux Français? Je suis heureuse ce soir de recevoir ceux qui ont dévoilé le poteau rose et qui luttent depuis des dizaines d'années. J'ai nommé Martine Donnette et Claude Diot, auteurs avec Patrick Pazin du livre 418 milliards aux éditions Talma. Le sous-titre du livre, La fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l'administration. Bonsoir Martine. Bonsoir Jackie, merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Bonsoir Claude. Pour essayer encore d'enfoncer le clou pour que ça rentre bien, que ces 418 milliards sont bien dus. Oui, ils sont dus aux Français et l'État ne les réclame pas. Voilà, tout à fait. C'est un vrai déni de justice. Oui. Votre combat a débuté en 1985 et il est loin d'être terminé. C'est avec le titre de ce livre que vous alertez nos concitoyens. Cela correspond au montant de la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et celle de l'administration. Et 418 milliards ne concernent que la région PACA. Et notons que la région PACA comprend 57 départements. La question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est comment est-il possible que l'État s'assoie sur une telle somme alors que le discours qui nous est servi est qu'on manque d'argent. On manque d'argent partout et dernièrement, on nous fait des misères avec les près de 10 milliards, je crois, qui manquent pour les retraites. C'était le chiffre de 2021, me semble-t-il. Alors, comment dites, vous allez nous raconter comment, alors que vous étiez propriétaire de vos magasins en région PACA, vous en avez été frauduleusement dépossédé. C'est Martine ou c'est Claude qui prend la parole? Voilà, mais tout a commencé déjà quand moi j'ai acheté mon magasin. Ils m'ont vendu un magasin sur lequel ils avaient déposé un permis de construire pour démolir ce magasin, pour faire une issue de secours et pour doubler la surface de vente de la galerie marchande. Donc, ils sont passés de 40 000 mètres carrés au permis d'origine, ils sont passés à 55 000 mètres carrés sans solliciter une autorisation d'urbanisme commercial. Donc, moi, je suis rentrée dans le magasin en 1985. En 88, ils m'ont signé un protocole pour me déplacer, mais ce protocole prévoyait un permis modificatif. Et là, ça a commencé, c'est là que ça a commencé tous mes problèmes. C'est que ce permis modificatif avait été refusé. Après, il y a eu un permis en 1989 pour créer un magasin hypermédia qui a aussi été refusé au motif qu'il ne respectait pas à la fois le plan d'occupation des salles, aujourd'hui c'est le plan local d'urbanisme, et qu'il ne respectait pas les autorisations administratives commerciales. Donc, ces deux permis ont été refusés. En 1991, ils ont demandé un permis pour essayer de colmater leurs erreurs. Et c'est le permis de 1991 qui a été complètement frauduleux parce qu'il n'est jamais arrivé devant le préfet des Bouches-du-Rhône. Oui, on expliquera un petit peu plus tard dans l'émission le mécanisme du dépôt de permis, des accords et des
interaction entre les différents organismes. Et vous, Claude, c'est la même aventure, mésaventure, qui vous est arrivée? Claude avait exactement le local à côté du mien. Oui. Alors, il faut savoir que lui, on lui a falsifié, Carrefour a falsifié des chèques au moment de la transaction. C'est pareil, quand il a été obligé de pas de céder son magasin, mais qu'il a été obligé de se déplacer, de se transférer. Et là, Carrefour a falsifié des chèques et ça a perturbé sa comptabilité. Il s'est retrouvé en liquidation judiciaire et on n'a jamais pu refaire on n'a jamais pu avoir la vérité dans toutes nos procédures. Et vous vous êtes aperçu que d'autres commerçants… C'est des chèques qui ne lui appartenaient pas. Voilà. Oh, c'est incroyable. Et vous vous êtes aperçu alors que d'autres commerçants étaient dans la même situation et que le problème d'urbanisme commercial concernait toutes les grandes enseignes et tous les départements. Et c'est à ce moment-là que vous avez constitué une association en toute franchise, c'est ça, qui a porté plainte pour la première fois en 1995. Voilà, tout à fait. Parce qu'on sait on s'est dit, mais est-ce que les problèmes que nous avons rencontrés avec l'urbanisme commercial, qu'on a appris au fur et à mesure, est-ce que c'était spécifique à Carrefour ou c'était un problème récurrent avec toutes les enseignes? Donc, c'est à partir de ce moment-là, on a créé l'association, on a fait comment ça s'appelle, des manifestations, oui. Et on a demandé aux gens, est-ce qu'ils avaient eu aussi d'autres problèmes avec d'autres enseignes? Et là, on s'est aperçu que c'était le problème est dans toutes les enseignes. Et Marc, c'est dans son numéro de mars-avril 2017 que Marc Daoud, dans son journal Nexus, a publié un article qui dévoilait la fraude. Si la régie veut bien passer ces deux documents, où l'article de Nexus, Eric, s'il te plaît, où dans la deuxième page, on voit très très bien que c'est le préfet, Martine, Claude, c'est le préfet qui a modifié les dates aussi. Non, alors c'est le substitut du procureur qui a modifié les dates d'achèvement de travaux pour obtenir la prescription. Mais là, il faut qu'on explique. Alors, voilà, dans son journal, Marc Daoud nous informe que les plans d'urbanisme ont été bafoués, que les permis de construire ne sont plus nécessaires, les maires n'appliquent pas les lois, les législateurs détricotent le code de l'urbanisme et la justice va jusqu'à falsifier les dates de documents officiels pour arrêter les procédures. J'aimerais bien que la régie nous montre ce document. Est-ce que c'est possible, Eric? Non, pas de souci. On le fera après. Mais on le fera après. Oui, mais bon. Alors, Martine, je vais vous laisser expliquer, puisque vous connaissez ce document par cœur, ce que montre Marc Daoud dans son journal. Alors, il faut savoir que alors nous, on a perdu toutes nos procédures civiles et commerciales. On a perdu toutes nos procédures parce qu'à chaque fois, Carrefour faisait des mensonges dans ses réponses et on croyait toujours plus, la justice a toujours plus cru Carrefour que ce que l'on disait. Donc, on a fini en 1995 de déposer plainte contre l'extension de 16 000 m² de construction irrégulière pour 7 000 m² de surface de vente. Et on croyait, comme tout bon français, on croit que quand on va en procédure, que le juge d'instruction ou le procureur va nous entendre. Et là, c'est la grosse déception puisque le juge d'instruction et le procureur de la République vont justement inverser les dates d'achèvement pour obtenir la prescription. Pardon Martine, si la régie veut bien passer à la deuxième feuille, remonter le document pour qu'on voit sur la deuxième feuille, on voit bien les falsifications. En bas de la feuille. Voilà, la deuxième, encore, très bien. En bas de la feuille. En bas de la feuille. En bas, voilà, en bas à gauche. Alors, c'est sûrement illisible pour nos amis spectateurs, mais voilà, merci pour le zoom.
Après avoir des faits. Je vous laisse commenter. Voilà. Donc, il faut savoir que pour pouvoir déposer plainte pour des travaux irréguliers, puisque là, on est sur un délit de construction irrégulière, on a la prescription, à l'époque, c'était la prescription de 3 ans. Donc, à partir du moment de l'achèvement de travaux, vous avez 3 ans pour porter plainte. Et comme nous étions dans les délais, puisqu'on a porté plainte le 11 septembre 1995, que l'achèvement de travaux était du 2 décembre 1992, donc on était dans les délais. Et pour obtenir la prescription, le substitut du procureur et le juge d'instruction ont fait une fausse déclaration sur la date d'achèvement de travaux. À la place du 2 décembre, ils ont marqué que c'était du 21 février 1992. Et comme ça, Carrefour n'a jamais été poursuivi pour ces extensions illégales. Et là, c'est vraiment de la concurrence illicite puisqu'il n'a pas d'acte de permis de construire légal sur ces extensions. Et de la complaisance de la justice. Mais là, après, on va expliquer comment la complaisance de la justice, puisqu'après, on le retrouve sur tous les dossiers. Hein. Oui. Alors, la régie peut rester sur ce document et continuer à le faire défiler, puisque avant d'expliquer et de dénoncer les méthodes utilisées et de répondre aux questions qu'on avait préparées, pourquoi cette situation perdure-t-elle, qui instruit, qui contrôle, qui vérifie, qui sanctionne, je tiens à montrer les courriers qui ont été échangés entre Bruno Le Maire et vous, et votre association, entre l'Alliance pour la France et Bruno Le Maire, ainsi que celui de France Réveille-toi, et puis entre Nicolas Dupont-Aignan et Bruno Le Maire. Alors, si vous voulez bien montrer le premier document, je crois que c'est la deuxième feuille, le 26 septembre. Alors, là, c'est pas dans l'ordre, c'est celle qui est juste après, puisque ça, c'est la réponse de Bruno Le Maire. Voilà, merci. Sur ce courrier du 26 septembre 2016, alors qu'il est candidat à la présidentielle, tous les deux, vous adressez à Bruno Le Maire une alerte à laquelle il répond le 17 octobre 2016. Alors là, c'est la lettre qui est juste au-dessus. La régie, s'il vous plaît. Voilà la réponse de Bruno Le Maire en 2016, qui a donc parfaitement eu connaissance du problème. Et je vais, puisque je pense que c'est illisible, je vais juste vous lire un extrait. Bruno Le Maire vous répond: « Vous m'interpellez sur la situation des commerçants, artisans et franchisés. Vous le savez, je me suis engagé avec force sur le scandale que représente la mauvaise application de la loi sur la liberté d'entreprendre de 1973, loi d'orientation du commerce avec tous ses règlements. Je souhaite rétablir un État fort, donc il disait ça en 2016, où les décisions de justice seront respectées, où les lois seront appliquées. Depuis trop longtemps, l'expansionnisme de la grande distribution privilégie les promoteurs immobiliers et contribue à la destruction du commerce de proximité. » Donc, on peut en conclure qu'il est parfaitement conscient du problème. Pas de réaction après ça. Et c'est le 15 mai 2023, donc le mois dernier, que l'Alliance pour la France, alors je ne sais pas si c'est celui-là, alors non, là c'est, voilà, là c'est le 15 mai 2023, l'Alliance pour la France, sous la plume de son président Morad El Hattab, adresse une lettre ouverte à Bruno Le Maire, aujourd'hui ministre de l'économie et des finances, dans laquelle il lui rappelle sa réponse du 17 octobre 2016. Que je sache, pas de réponse à ce jour. Et il termine par ces mots, donc que c'est le président de l'Alliance pour la France, Morad El Hattab, qui s'adresse à Bruno Le Maire. Vous êtes donc parfaitement informé, entre guillemets, depuis trop longtemps, pour reprendre ces termes, que les lois ne sont pas appliquées en la matière. L'association vous a adressé près d'une trentaine de courriers
sans compter les procédures allant jusqu'au Conseil d'État dans lesquelles votre administration intervient. Depuis les 6 dernières années où vous êtes en fonction en tant que ministre d'État chargé de l'économie et des finances, il semble que vous n'ayez rien accompli pour faire cesser ce scandale. C'est même l'association en toute franchise, celle de Martine et de Claude, qui doit engager à ses frais des procédures en justice contre les préfets pour qu'ils fassent respecter la loi. Est-il normal, c'est toujours le président qui s'exprime, est-il normal que des préfets soient condamnés à agir? Est-ce que votre définition de l'État fort, alors que vous ne faites pas même respecter les lois de la République? Est-ce votre définition de l'État fort, alors que vous ne faites même pas respecter les lois de la République? Pas de réponse. Vous non plus, de votre côté, vous n'avez rien eu, Martine et Claude. Non, mais il ne répondra pas. Il ne répondra pas, mais ça montre quand même qu'on a aujourd'hui des présidents de mouvements pour justement récupérer la démocratie et la citoyenneté qui s'engagent à interpeller M. Bruno Le Maire. Parce que jusqu'à présent, on était un peu abandonnés dans ce sens-là. À part deux ou trois députés comme M. Dupont-Aignan ou M. Martial Bourquin qui avait fait des interventions, autrement, c'est très lamentable qu'on n'ait pas, justement, qu'ils ne s'intéressent pas. Parce que depuis le temps qu'on parle des 418 milliards, ils pourraient se poser la question, mais pourquoi ils sont toujours en train de le dire? Si on est toujours en train de le dire, c'est qu'on ne règle pas le problème. Et j'imagine que... Monsieur le maire a reçu le livre. Pardon? Que M. Bruno Le Maire et M. Gabriel Attal et Mme Olivier Grégoire, la ministre du Commerce, ils ont tous reçu le livre. Ah, ils nous accusent réception, j'ai bien reçu le livre. Oui. Mais derrière, il n'y a rien qui avance. Dans le courrier qui a défilé, il y avait l'accusé de réception de Gabriel Attal, on ne va peut-être pas y revenir, et il ne fait qu'accuser réception du livre. Il voilà, tout à fait. Rien. On a bien reçu, merci beaucoup. Voilà. Non, mais le détail est beaucoup plus vicieux là pour M. Attal, il faut le dire. On lui envoie un courrier, on envoie à monsieur le maire, on lui envoie donc le courrier auquel on avait joint notre livre. Il est quand même un petit peu vicieux, M. Attal, quand même. Hein. Il nous remercie de lui avoir envoyé le livre, mais il le remercie à l'adresse de l'éditeur. Mais on n'a toujours pas de réponse aux questions posées. Donc, je trouve que là, c'est même pas sérieux. Pas du tout, non. Non. Est-ce que vous voulez, tous les deux, que l'on procède à dénoncer les méthodes qu'ils ont employées? On va aller au cœur du sujet. Au cœur du sujet, voilà, pour que tout le monde comprenne bien comment ça se passe. Alors, il faut savoir que d'abord, les surfaces illicites, ce sont des infractions continues. Ce n'est pas comme un PV que vous avez au bord de la route. Vous avez un PV parce que vous avez fait une infraction. Mais là, c'est un PV, normalement, si l'État faisait son travail, c'est tous les jours qu'ils iraient faire le PV parce que ce sont des infractions de jour en jour. Et en plus, ce sont des infractions occultes et dissimulées, c'est-à-dire que quand les infractions se font, c'est très compliqué à démasquer et on ne peut voir les infractions qu'une fois qu'elles sont commises. Alors qu'à la préparation des dossiers, à la préparation des permis de construire, toutes ces fraudes pourraient ne pas avoir lieu si le préfet se faisait son travail. C'est pour ça que le préfet, lui, il a l'obligation de vérifier l'urbanisme commercial. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'article 72 de la Constitution, on peut dire qu'on peut la jeter parce que la Constitution, les contrôles de légalité du préfet ne sont absolument pas faits. Poubelle. Voilà. Donc l'article 72, déjà, il est à éliminer. Après, vous avez on pourrait, à ce moment-là, il y a 3 petites diapos qui montrent ces articles, justement, avec les liens, si les auditeurs veulent les noter. Éric, ce sont les 3 photos.
Parce que là, la liste est longue, hein, sur tout ce qui est violet. Hein. Oui, oui, oui. La régie, s'il vous plaît, il y a trois photos. Mais peut-être avant de parler de ces articles, Martine et Claude, vous m'aviez expliqué comment ça se passait quand on déposait un permis. Il y avait trois possibilités. La première, personne ne demande rien, pas d'autorisation communale, pas de permis de construire, et ils construisent. Alors ça, c'est les méthodes. Oui, c'est les méthodes de la concurrence illicite. Voilà. Donc, la deuxième solution, ils ont une autorisation, mais... Alors, la première solution, c'est ils demandent absolument pas d'autorisation et ils ne demandent pas de permis de construire. Donc, c'est vraiment des mètres carrés clandestins. Hein. Ils n'ont aucune légalité. Absolument. Après, la deuxième méthode, c'est ils ont une autorisation, mais ils ne respectent pas l'autorisation. Par exemple, à Leclerc-Genet, dans le 69, il avait une autorisation de 2500 mètres carrés, il en a fait 4000. Ou pareil, à Carrefour-Châteauneuf-les-Martigues, il a une autorisation de 4500, il en fait 8500. 8500, oui. Ah, alors, quid des emplois, parce que là c'est pareil, personne ne s'occupe quand ils font cette, comment ça s'appelle, ces actes illégaux. Là, on ne s'occupe pas du tout combien d'emplois vont disparaître. Hein. Ça, c'est encore quelque chose. Après, vous avez la méthode, c'est ils ont un refus d'autorisation, mais ils la réalisent quand même. C'est-à-dire, par exemple, vous avez la jardinerie de Carrefour-Vitrolles, 1600 mètres carrés, refus d'autorisation d'exploitation commerciale, elle est toujours ouverte. Oui. Après, vous avez une autre solution, c'est Bercy. Bercy fait des circulaires pour leur donner des autorisations sans valeur légale, c'est-à-dire que nous on appelle ça des circulaires scélérates parce qu'elles détruisent la portée normative de la loi. C'est-à-dire que vous avez les députés et les sénateurs, ils votent une loi, ça passe en commission parlementaire, la loi est votée, la loi est signée, et Bercy passe par derrière et fait des circulaires pour leur permettre de ne pas appliquer la loi. C'est pour ça qu'en 2008, il a été créé 5 millions de mètres carrés de surface illicite sans aucune autorisation. Après, vous avez le droit des sols, c'est-à-dire que la grande distribution n'est pas obligée de respecter le droit des sols, alors que le permis de construire impose que les travaux qui vont être réalisés doivent respecter le plan d'occupation des sols. Eh bien, qu'est-ce que fait le préfet? Ben, le préfet, c'est pareil, il surveille, il ne vérifie pas au moment de l'enregistrement, donc il dépose sur des zones inondables, des zones humides, enfin bref. Et puis après, au moment du contrôle du permis de construire, il ne vérifie pas la compatibilité du projet avec la réglementation. Voilà, ça c'est les méthodes. Et après, on peut aller dans le détail comment les contrôles se font. Oui. Parce que par exemple, c'est un véritable déni de la démocratie. Ah ben totalement, totalement. Moi c'est ce que je le dis et c'est pour ça qu'on aurait bien aimé que les députés et les sénateurs se saisissent du sujet. Comment ils peuvent laisser faire des actions? Comment la commission départementale d'aménagement commercial ou la commission nationale peuvent régulariser ces surfaces qui ont été construites illégalement. Et ça, on aurait bien aimé que les députés et les sénateurs se saisissent du dossier, mais apparemment, ça n'a pas l'air de les intéresser. Alors que nous avons remis à tous les députés, tous les sénateurs, le 13 septembre 2022, notre livre. Oui. Alors, si vous voulez, on va expliquer comment ça se passe. On pourrait peut-être, juste avant, montrer la vidéo où vous êtes avec Nicolas Dupont-Aignan, Martine. Oui, voilà, justement, quand on est allé alerter, voilà, le 14 septembre. Voilà. Alors, merci la régie de cliquer sur le lien. Je crois que c'est un lien YouTube où Martine est en compagnie de Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, ça va venir. Merci.
Merci. Depuis des années, je connais cette association en toute franchise avec Martine Donnette. Depuis des années, ils se battent pour tout simplement faire respecter la loi. Je crois. Asseyez-vous bien, vous allez comprendre. Quand j'ai rencontré madame, je suis tombé de ma chaise. Il y a plusieurs années, elle m'a dit, en France, les préfets, c'est-à-dire l'État, Bercy, est censé faire respecter la loi, eh bien, passe outre les violations de la loi, c'est-à-dire les grandes surfaces construisent dans toute la France, et on construit des millions de mètres carrés, 5 millions de mètres carrés, sans respecter les règles d'autorisation d'urbanisme et d'autorisation commerciale. Et, pire que tout, cette association de commerçants, elle va nous l'expliquer, qui se bat pour faire respecter la loi, eh bien, on lui met des bâtons dans les roues, et on ne peut pas s'étonner alors de voir les commerces dans nos villes disparaître au profit d'immenses grandes surfaces. C'est sans doute un des plus grands scandales d'État français. Alors, madame, vous avez écrit à tous les parlementaires, vous avez publié un livre, et vous expliquez très bien, là, dans les 10 points, tout ce qui n'est pas respecté. Voilà. Tout le cheminement, comment la loi déjà a été programmée pour que les commerçants ne puissent pas faire de recours contre ces autorisations. Et une fois que les législateurs ont fait les lois pour justement obtenir les équilibres, l'État par-dessus les députés ont fait des circulaires pour permettre d'aménager des surfaces illicites. Alors c'est même plus un scandale d'État, c'est un scandale du Parlement. Comment on ne respecte pas les députés et les sénateurs? Et c'est là qu'il faut que tout le monde s'interroge. Comment, depuis 40 ans, la loi elle va avoir 50 ans l'année prochaine, au bout de 50 ans, comment jamais on a respecté les équilibres, tous les équilibres, on n'a pas été capable de faire respecter l'objectif de la loi. La loi, c'est on exerce dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Aujourd'hui, on est dans une concurrence déloyale, mais alors du début jusqu'à la fin. Alors, je prends des exemples parce qu'il y a un texte qu'on mettra sur Internet, sur mon site Internet, qui est très bien fait. Par exemple, le non-respect des décisions de justice. C'est-à-dire que même, si j'ai bien compris, même quand les tribunaux annulent l'autorisation d'une grande surface, que le permis de construire est autorisé, les surfaces de vente sont ouvertes en toute impunité et le demandeur sollicite une demande de régularisation qui est accordée par les membres de la Commission nationale, exemple le carrefour de Châteauneuf-les-Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Absence de contrôle des surfaces de vente et des dépassements de constructibilité, aucun droit de recours effectif contre les excès de pouvoir des maires, non-respect des décisions de refus de la commission départementale CDUC, exemple la jardinerie Carrefour de Vitrolles. En fait, cela veut dire très clairement qu'il y a des lobbies qui passent outre les lois, qui sont faites pour équilibrer la concurrence. Et le résultat de tout cela, c'est un chiffre, je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'il faudra me confirmer, mais en Allemagne, le pourcentage des ventes faites dans les grandes surfaces est 2 fois moins élevé qu'en France. Et c'est pourquoi les villes allemandes, les petites villes allemandes, ont gardé un tissu commercial qui est un tissu social, qui évite cette espèce de déshumanisation de nos territoires avec la fermeture de tous les commerces dans nos petites villes, dans le monde rural, et ces gigantesques grandes surfaces qui ont détruit les paysages, ont détruit la France. Comment vous voyez votre prochain combat? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Alors, vous ne le saviez pas parce qu'on vient de la déposer. On vient de déposer un recours auprès de la Cour, la Cour européenne. La Cour européenne des droits de l'homme, voilà, pour obtenir, pas de justice, des droits de l'homme, pour obtenir un droit de recours. Parce que quand il n'y a pas d'autorisation, on est complètement démuni de tout de droit de recours. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on a 8 procédures devant le Conseil d'État pour faire la démonstration que les élus font des excès de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas leur règlement des PLU et des plans de prévention des risques. Vous aviez déjà posé une question écrite, vous avez déposé une loi, le gouvernement s'en moque totalement. Donc là aussi, on voudrait que quand un député s'engage pour une cause juste, on ne demande pas quelque chose d'extraordinaire, on demande le respect de la règle de droit. Et bien, quand un député demande le respect de la règle de droit, le gouvernement ne lui répond même pas. On est sur un scandale d'État. Donc pour nous aider, eh bien, c'est de continuer à diffuser comme vous le faites
Et il faut qu'on arrive à faire passer ce message auprès de la population. En tout cas, je vous remercie. Vous avez le livre là, il faut montrer ce livre. Est-ce que quelqu'un l'a? Ils ont publié un livre extraordinaire qui résume tout. Et je veux par cette vidéo informer les Français. Nous sommes dans une république bananière. Et moi, je demande simplement le respect de la règle de droit. On peut avoir des surfaces moyennes, on peut. Il ne s'agit pas d'interdire les grandes surfaces, il s'agit de les réglementer et d'éviter que ce soit 4 grands groupes qui gèrent toute la consommation des Français. Alors c'est ce livre, je le montre, 418 milliards, la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus de l'administration, Martine Donnette et Claude Diot avec Patrick Pazin, aux éditions Studio Talma. C'est un livre magnifique et moi je combattrai toujours à leur côté. Merci beaucoup, monsieur le député. Très belle vidéo, bravo. Oui. Bravo. Est-ce que... Il est regrettable qu'il n'y en ait pas 300 comme lui. Le problème, il y a longtemps qu'il aurait été réglé. Oui, oui. Ce qui est terrible, c'est que le gouvernement ne répond pas aux députés quand il y a des députés qui se décident à monter au créneau et que vous, si j'ai bien compris, pour avoir un recours, il faut déposer un dossier pour demander le droit de déposer un recours, c'est ça? Oui, et la Cour européenne nous a déboutés. Voilà. En nous jetant. En nous jetant, carrément. Elle n'a même pas ouvert le dossier et en plus, elle a dit que le recours était insusceptible de recours. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas aller ailleurs. C'est une histoire de fou. Et les mairies... Ah, ils sont fous. Et les maires... Quand on voit tous les l'état de tous les centres-villes, vous avez un commerce sur 2 qui est fermé, c'est bien qu'ils sont fous, parce que si c'était raisonnable, eh bien, on n'en serait pas arrivé là. Si tout le monde voulait respecter la loi, ce serait beaucoup mieux quand même. Vous voulez que je vous explique comment fonctionne la CDAC, la Commission départementale d'aménagement commercial? Allez-y. Alors, la Commission départementale d'aménagement commercial est composée du maire, du président de l'intercommunalité, du président du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, le président du département, le président du conseil régional et le président des maires. Mais quand le dossier... Alors, il faut savoir que la grande distribution dépose 7 dossiers à la mairie. Il y a 2 dossiers qui partent à la préfecture. Mais quand le dossier part de la mairie pour aller à la préfecture, le service instructeur n'a pas vérifié que le dossier était compatible avec le plan local d'urbanisme. Puisque quand il est reçu, il part 7 jours après à la préfecture. Et le service instructeur a 1 mois pour contrôler la recevabilité du dossier. C'est-à-dire que les dossiers arrivent à la commission départementale d'aménagement commercial sans savoir si le permis de construire est recevable. Une fois que le dossier va passer en commission départementale, le maire d'implantation, qu'il sait qu'il est en train de violer son plan local d'urbanisme, eh bien, il va voter favorablement en commission départementale d'aménagement commercial, alors qu'il sait qu'il est en train de faire un excès de pouvoir. Il sait qu'il est en train de violer la loi sur l'article 421-6. Excusez-moi de redonner un numéro d'article, mais cet article dit bien qu'on ne peut pas exécuter des travaux si les règles ne sont pas respectées. Comment un maire qui sait que son plan local n'est pas respecté va aller voter en CDAC? Et le pire, c'est que quand il monte en commission nationale, il est auditionné. Et là encore, il va encore mentir en commission nationale. Où elle est la probité? Où elle est l'éthique de ses élus? C'est par là que ça commence la fraude et c'est par là que ça commence les problèmes. Surtout qu'en plus, que les permis de construire qu'il va délivrer, sachant que son plan local n'est pas respecté, personne ne peut faire de recours dessus. C'est-à-dire qu'il peut donner un permis sur une zone agricole, sur une zone inondable, sur une zone humide, sur une zone à risque. À risque, je parle, il peut donner un permis de construire sur une zone Céveso. Voilà comment ça se passe à la CDAC et la CNAC. Et après, bien naturellement, comme il n'a pas été contrôlé et que le permis de construire va naturellement arriver
au contrôle de légalité. Comme le préfet ne va pas aussi contrôler, eh bien, c'est pour ça qu'on est mal barré. Hein. Ce que vous dites, Martine, c'est que même si le projet viole le PLU, le SCOT peut dire que ce projet est bon pour l'aménagement sans regarder s'il est compatible. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a aucun lien entre l'autorisation commerciale et le plan d'occupation. Et lorsque regardez la dernière nouvelle qui est tombée, là, à Carnac, il y a un magasin de bricolage qui va s'installer, ils vont démolir 39 menhirs, alors que les menhirs sont inscrits à l'UNESCO. Mais on marche sur la tête. Martine, bonjour à tous. Pardon. Pardon d'intervenir à ce niveau-là. J'avais enlevé cette référence à Carnac parce que j'ai eu tout à l'heure une information officielle disant qu'en fait, il s'agit d'un millefeuille administratif puisqu'il n'a jamais été prouvé que c'était des menhirs. C'était, si je me souviens bien, une demande qui avait été faite en 2014, je crois. Il y avait eu des tranchées de fait. Il y avait eu des découvertes de blocs indéterminés qui avaient servi à faire des barrières. Et puis, finalement, l'autorisation n'avait pas été délivrée à ce moment-là et il n'était pas du tout établi qu'il s'agissait de menhirs. Et là, il y a eu une nouvelle demande qui a été faite et il y a eu l'accord de, je ne sais plus quel organisme d'archéologie reconnaissant que ce n'était pas des menhirs. Alors, bon, il y a eu un peu d'emballement, je crois. Ça restera à vérifier. Je sais peut-être qu'il y a de l'emballement, mais en attendant, la dépêche, il y a des presses qui font quand même leur travail. Donc, c'est une affaire à suivre. Voilà. Alors, parce que bien souvent, ils font des erreurs. Voilà, ils donnent des autorisations et après, ils font pédalage arrière. Ce que je vous dis, c'est un courrier d'hier qui émane du préfet de la région Bretagne. Voilà, je n'en sais pas plus. Donc, c'est vrai suivre quand même l'affaire. Hein. Oui. Suivre l'affaire. Parce que dans notre cas, on ne croit pas au préfet, hein, quand même. De toute manière, comme il n'y aura personne pour faire de recours contre le permis de construire, on ne sera pas le tenant et l'aboutissant. Si on nous donne le dossier, on pourra l'analyser. Hein. Oui, parce que nous, on a eu des dossiers sur des zones Natura 2000. Ben, le préfet a bien laissé passer de construire un hypermarché de 12 000 m² sur une zone Natura 2000. Et si nous n'avions pas fait la procédure, le projet aujourd'hui serait réalisé. Il y a des procédures que vous avez gagnées avec votre association. Fort heureusement. Oui, parce que sinon, si on ne gagnait pas de procédure, on serait complètement démoralisé avec ce qu'on lit dans les dossiers à chaque fois qu'on a un dossier. Oui. Parce que ça commence avec le maire qui ne vérifie pas et ensuite c'est le préfet qui ne fait pas les contrôles. Et après, nous n'avons pas le droit d'attaquer un permis de construire devant le tribunal administratif. Voilà. Et l'autorisation commerciale est toujours liée au permis de construire, et ce depuis 2014. Et c'est l'autorisation d'exploitation commerciale qui est accordée, même s'il viole ce fameux plan PLU. Vous aviez quelques articles à jeter à la poubelle, je crois. Oui. Ben, c'était le. Alors, on va d'abord jeter l'arrêt du Conseil d'État. Alors, je ne sais pas si on le voit, mais enfin, voilà, un arrêt du Conseil d'État qui nous a donné raison, mais c'est pas pour ça qu'après comment ça s'appelle, que le gouvernement a modifié la loi par rapport à ce qu'on avait gagné. Hein. Hop. Poubelle. Puisqu'ils ne suivent même pas les arrêts du Conseil d'État. Alors, c'est pour ça que c'était intéressant. Parce que quand M. Bruno Le Maire avait dit « Nous respecterons les décisions de justice et nous ferons appliquer la loi », toutes les décisions de justice qu'on a gagnées, je suis désolée, elles ne sont pas respectées. Mais je rappelle quand même que M. Bruno Le Maire, quand il nous a écrit, je pense qu'il était sincère.
Ça correspondait. Non, mais je pense qu'il était sincère. Monsieur Dieu est encore non. Je pense qu'il était sincère. optimiste. On ne peut pas écrire des choses pareilles, on ne peut pas être sincère. Par contre, après, quand on est au pouvoir, ça change. Il a fait partie de tous les gouvernements, il sait bien comment ça se passe. Hein, oui. Moi, je suis bien contre la sincérité. Moi, je ne pourrais pas écrire des choses. Il ne sait pas ce que c'est qu'un hectare. Alors déjà, qu'est-ce que tu veux qu'il sache comprendre, qu'il comprenne Alors, on va peut-être parler des bâtiments existants maintenant. Voilà. Alors c'est par là que passe toute la fraude. Toutes les fraudes que nous rencontrons, elles passent par l'histoire des bâtiments existants. Avec la complicité de l'administration. Bien sûr, parce que c'est eux qui reçoivent les dossiers et c'est eux qui ne respectent pas. Puisque justement, alors ce que nous avons gagné, alors, je ne sais pas ce que nous avons gagné. Vous allez expliquer comment ça se passe, pourquoi on parle de bâtiments existants. Voilà. Depuis 1986, donc ce n'est pas une affaire, c'est pas à la PAC qu'on sort du chapeau. Hein. Depuis 1986, le Conseil d'État, à maintes reprises, a dit que quand on demandait une régularisation ou une extension, le service, que ce soit la commission départementale ou la commission d'aménagement commercial, doit regarder comment le bâtiment, je parle bien d'extension ou de régularisation. Hein. On est bien sur quelque chose qui est déjà construit. Qui existe déjà. Voilà. On n'est pas sur un nouveau projet. On est sur une demande d'extension ou de régularisation. Avec un nombre de mètres carrés minimum ou pas? Minimum. Alors, c'est-à-dire que avec la loi de 2014, il y a eu une modification. Mais le principe, c'est ils construisent un bâtiment dans lequel ils n'ont pas demandé d'autorisation d'exploitation commerciale. Ils ouvrent leur surface de vente et à un moment donné, ils disent, tiens, puisque soit ils sont réveillés par des commerçants ou ils sont, on est en train de farfouiller dans leur dossier, donc ils se disent, on va demander la régularisation. Donc depuis 1986, le Conseil d'État a dit fermement qu'on ne pouvait pas demander une simple régularisation ou une simple extension sans que soit examinée la totalité des bâtiments pour justement ne pas régulariser des mètres carrés clandestins qui ont été ouverts illégalement. Alors, le Conseil d'État l'a dit en 1986, nous on a eu 2 jurisprudences en 2014 et en 2018. Donc, c'est comme ça qu'on va revenir sur Carrefour Vitrolles, c'est comme ça que Carrefour Vitrolles n'a pas sollicité d'autorisation d'exploitation commerciale parce qu'il a dit qu'il avait un bâtiment existant de 10 000 m² alors que ce bâtiment n'existait pas. Et quand la commission départementale et la commission d'aménagement a demandé la régularisation des 5 600 m² de surface illicite, ils n'ont absolument pas regardé si le bâtiment qui avait été construit dans la légalité. Si ces mètres carrés clandestins avaient été, comment ont été construits ces mètres carrés clandestins, s'ils ont violé la loi. On parle bien de 10 000 mètres carrés. Sur Carrefour Vitrolles, alors, il y a le délit de construction, c'est-à-dire qu'ils ont construit 16 000 mètres carrés sans permis de construire légal, d'accord. Oui. Ils ont construit 7 000 mètres carrés de surface de vente sans autorisation d'aménagement commercial. Donc ça, on l'a retrouvé dans de nombreux dossiers, hein, des grosses surfaces qui ont étendu leur surface de vente avec la circulaire de 2008 de Sarkozy, qui a permis à la grande distribution d'étendre de 1000, 2000 et 3000 mètres carrés de surface de vente sans aucune autorisation. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est un rapport qui est au Sénat. Donc, si vraiment ils voulaient se pencher sur la question, le rapport est fait. Après, vous avez maintenant la nouvelle méthode, c'est le permis de moins de 1000 mètres carrés. Donc, ils vont déposer un permis de construire pour un bâtiment de 2000 mètres carrés dans lequel ils ne vont déclarer que 999 mètres carrés.
Et après, une fois qu'ils exploitent leurs 999 mètres carrés, ils arrivent et ils demandent la régularisation de 300 ou 400 mètres carrés. Parce que dans le bâtiment, ils ont déclaré un local non affecté ou des réserves ou dans une prochaine CDAC. Mais avec le principe du Conseil d'État, que ce soit la commission départementale ou la commission nationale, ne pouvait pas enregistrer ces dossiers uniquement sur la demande de 325 mètres carrés. Elle devait réexaminer le dossier sur la surface globale. Oui. C'est-à-dire avec une étude d'impact, avec toute la réglementation. Et ne pouvant pas régulariser des surfaces illicites, on se demande à quel moment les dossiers vont devant le procureur. C'est-à-dire que le procureur, il est là pour sanctionner les délits, pour sanctionner la manœuvre frauduleuse, parce que ce sont des manœuvres frauduleuses, parce qu'on a affaire à des experts de la grande distribution qui savent pertinemment la loi sur l'urbanisme commercial, qui savent pertinemment qu'ils sont en train de violer la loi, et tout le monde régularise comme si de rien n'était. Alors, c'est pour ça, Monsieur Bruno Le Maire, quand est-ce que vous entendez appliquer les décisions de justice et que vous entendez appliquer la loi? Voilà. Et ça, dans tous ce procédé, ben, il est appliqué par les Lidl, par les grands frais. Vous avez même le Leclerc de Tarare qui a déposé un dossier de 999 mètres carrés pour faire une, comment ça s'appelle, pour faire un centre culturel et 3 ans après, il vient demander les 325 mètres carrés pour faire du jouet. Mais jamais ils sont sanctionnés, ces gens-là. Ils sont jamais sanctionnés. Parce que le maire qui enregistre le permis de construire de 999 mètres carrés sur un bâtiment de 2000 mètres carrés, il sait parfaitement qu'il est en train de violer la loi aussi. Il sait parfaitement qu'il n'est jamais passé en CDAC. Il sait parfaitement qu'il n'y aura pas de recours des commerçants. Il sait parfaitement que les commerçants seront ruinés avant de pouvoir faire un recours. Oui. Et qui a fait passer cette circulaire de 2017 là, pour échapper à la jurisprudence du Conseil d'État? On a le cher ministre, monsieur Michel Sapin, d'accord, oui, qui était avec monsieur Bérégovoy au moment où il y a eu la loi, la grande loi de monsieur Bérégovoy sur la prévention de la corruption, de la transparence de la vie économique et des marchés publics, cette très grande loi sur la prévention de la corruption qui impose des sanctions pénales, c'est-à-dire que c'est une contravention, c'est une infraction de 5e classe, c'est 1 500 € par mètre carré par jour d'infraction, d'accord? Mais ça, c'est le juge pénal qui doit l'enclencher. Or, comme le dossier n'arrive jamais chez le juge pénal, ces amendes pénales ne sont jamais réclamées. Et pour revenir à monsieur Michel Sapin, il faut savoir quand même que monsieur Michel Sapin, il est quand même du Conseil d'État, d'accord? Il fait une circulaire qu'il sait qu'il ne respecte pas la réglementation du Conseil d'État. Et monsieur Bruno Le Maire, excusez-moi, et monsieur Michel Sapin, qui est sorti du Conseil d'État pour devenir ministre et reparti au Conseil d'État, sachant qu'il ne respecte pas les directives du Conseil d'État. Ça sera difficile pour lui de comment voulez-vous qu'on s'en sorte? La boucle est bouclée, là. Voilà, la boucle est bouclée et après on se dit qu'on est en colère, mais… pas de quoi. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de dénoncer la corruption et le fonctionnement de la justice. L'heure avance et c'est beaucoup trop court pour tout ce que vous avez à dire. Vous m'avez confié que vous aviez 43 mètres cubes de documents. Oui. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous savez, un dossier, c'est le jeu des 7 erreurs. Parce que de toute manière, il n'y a aucun dossier qui ne passerait s'ils ne magouillent pas le dossier. Ils sont toujours en train de raconter des canulars et ça passe comme… Puisque ce n'est pas… Il n'y a personne qui instruit leur fraude, leur fausse déclaration. Vous avez la directive européenne service qui impose que le service instructeur doit vérifier toutes les informations fournies. Eh bien, dans les dossiers, ils vont dire, par exemple, à Leclerc-Marignane, il dit qu'il n'y a jamais eu de zone rouge sur ces parcelles de terrain. Et 2 ans après, vous avez le préfet qui fait une mise en demeure et qui refuse l'arrêté d'ouverture de la station-service parce qu'elle a une partie en zone rouge. Elle est toujours ouverte, hein, rassurez-vous. Mais elle est toujours ouverte.
Bien sûr. Voilà. On va peut-être… Oui, pardon, Claude. Rapidement, parce que c'est rapide, il faut savoir que ça, c'est tout ce qu'on a trouvé. On assure que 2 magasins sur notre secteur sont en totale illégalité. Vous avez Leclerc, plan de campagne, qui lui a 3050 mètres carrés sans autorisation d'exploiter, n'est-ce pas? Et vous avez Babou à plan de campagne qui a 4000 mètres carrés sans autorisation d'exploiter, et pire encore, il n'a pas de permis de construire. Le préfet est au courant, et monsieur le maire est parfaitement au courant puisqu'il m'a répondu, n'est-ce pas? Oui. Donc, aujourd'hui, il y a 7000 mètres carrés, on peut rentrer la monnaie. Et ce n'est pas des gens insolvables quand même. Leclerc n'est pas insolvable, hein. Babou non plus. Oui. Je voudrais revenir. Oui, Martine, avant de dire qui instruit, qui contrôle, qui vérifie, qui sanctionne. Voilà. Alors maintenant, on va arriver justement aux sanctions. Comment ça se passe? Alors, vous vous portez partie civile, d'accord? D'abord, vous dénoncez au préfet qu'il y a des surfaces illicites. Le préfet, qu'est-ce qu'il fait? Il diligente la direction de la concurrence et de la répression des fraudes pour aller constater. Mais au moment où il constate, le dossier est incomplet. Ce qui fait que normalement, à la place que ça soit une contravention, c'est un délit de construction irrégulière, eh bien le procès-verbal de la direction de la concurrence et des fraudes arrive incomplet. Donc tu peux jeter que le procès-verbal. Voilà. On jette. Pour la DGCRF. Voilà, complaisance. Pourquoi la direction de la concurrence et de la répression des fraudes ne font pas des rapports complets, si ce n'est que pour leur éviter d'être punis? Et rapidement. Alors ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est quand vous constituez partie civile, une fois que vous êtes accepté partie civile, vous pouvez dénoncer que le procès-verbal est incomplet. À ce moment-là, vous faites toute la liste avec tous les documents, vous faites la preuve et tout ça. Mais au moment où vous apportez tous vos documents, vous avez le juge d'instruction qui refuse de vous prendre vos pièces. Donc, on peut dire que c'est un nouvel article, c'est-à-dire que vous pouvez faire la preuve, c'est-à-dire le procès-verbal fait preuve jusqu'à temps qu'il soit contredit. Au moment où vous le contredisez avec les pièces de preuve, le procureur ne peut prendre les feuilles. Donc, c'est pareil. La partie civile, elle est complètement à dégager, à poubelle. Poubelle. Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous avez la chambre d'accusation qui annule parce qu'à ce moment-là, il a un non-lieu. Vous saisissez la chambre d'accusation. La chambre d'accusation annule le non-lieu et annule le réquisitoire du procureur de la République qui a fait défaut pour les 2 dates parce que le procès-verbal de la DGCRF est incomplet, parce qu'il n'a pas respecté les parties civiles. Tout ça, c'est annulé. Quand ça revient devant le juge d'instruction, qu'est-ce que refait le juge d'instruction? Il n'écoute pas la chambre d'accusation. Ça voudrait dire qu'il faut refaire un recours contre le juge d'instruction qui a déjà été condamné par la chambre d'accusation. Donc, tu peux mettre poubelle parce que le juge d'instruction, il ne respecte pas les décisions de la chambre d'accusation. Alors, déjà pleine, la poubelle. Hein. Avant que la grande distribution soit condamnée pour toutes les surfaces illicites, eh bien aujourd'hui, nous, on peut le dire, si on n'a pas les citoyens qui se bougent, qui se réveillent, qui sont avec nous, qui dénoncent et qui font des courriers, il ne faut pas les lâcher, il ne faut pas lâcher les députés, il ne faut pas lâcher les sénateurs. Si on ne le fait pas, eh ben on arrivera à les condamner quand les poules auront des dents et qu'il n'y aura plus personne sur la terre. Hein. Oui, parce que qui contrôle, c'est comme les bâtiments frauduleux sont déjà passés, construits, acceptés, personne ne les contrôle et c'est le même service. Qui vérifie, c'est celui qui est chargé du contrôle, si j'ai bien compris, qui vérifie, donc ça ne sert à rien. Et qui sanctionne, comme il n'y a pas de PV d'infraction, il n'y a rien à sanctionner, le bâtiment perdure, c'est ça. Voilà. Et puis c'est pas ça, c'est que le temps que tout ça, parce que ça c'est des procédures qui durent 10 ans, parce qu'on a porté plainte en 1995, ça s'est terminé en 2004,
Et combien de centaines de commerçants ont été ruinés pendant ce temps-là? Voilà, ruinés, soit par les tribunaux de commerce, parce que, étant donné que c'est tellement compliqué que le temps que vous apportiez vos preuves, vous êtes complètement éliminés. Voilà, ce sont des familles, les maisons sont saisies, vous perdez les magasins. Voilà comment est la France aujourd'hui. Alors après, vous avez le gouvernement qui nous dit « Ah, mais la base, c'est la liberté d'entreprendre. » Mais seulement quand il nous dit que c'est la liberté d'entreprendre, il ne nous a pas dit si c'était avec des surfaces licites ou des surfaces illégales. Il faudrait bien qu'il s'exprime. J'aimerais bien que M. Bruno Le Maire continue à nous expliquer comment c'est la liberté d'entreprendre. C'est lui qui l'a dit. Parce que si la liberté d'entreprendre, c'est de faire n'importe quoi, n'importe comment, sans jamais être contrôlé, sans jamais être sanctionné, ben, je suis désolée, mais on n'est plus dans un état de droit. Hein. Bien sûr. Et c'est sur ces surfaces illicites que l'inaction du préfet aboutit aux 418 milliards non réclamés par l'État. Voilà, voilà. C'est toutes les surfaces qui ont été construites illégalement, dont nous avons les preuves. Parce qu'on ne dit pas 418 milliards comme ça. 418 milliards, ce sont les infractions des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Ce sont des dossiers qu'on a eu en main, qu'on a toujours d'ailleurs, qu'on a déposés devant les procureurs et que les procureurs, eh ben, ils classent sans suite. Ils n'ouvrent même pas. Vous avez le Leroy Merlin à Nice. On a déposé une consignation. Le procureur de la République n'a même pas encaissé le chèque de la consignation. Il n'a même pas ouvert le courrier, alors. Voilà. D'accord. Voilà. Vous avez un sénateur en la personne de M. Bourquin qui a modifié la loi pour obliger les préfets à contrôler les surfaces de vente. Et à la suite de ça, il y a eu quand même 3 préfets qui ont été condamnés. Mais 36 mois, vous m'aviez indiqué, pour le contrôle des surfaces illicites. On pourrait peut-être, puisqu'on approche de la fin de l'émission, passer la vidéo de ce sénateur, M. Bourquin. La régie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le même Martial Bourquin demande la parole. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Écoutez, ça sera plus une information à nos collègues. En travaillant pendant de longs mois sur ce dossier, on a été effarés d'apprendre qu'il n'existe plus de contrôle du respect des autorisations commerciales. Qui ? Depuis quelques années, la DGCCRF, qui était compétente, s'est totalement désengagée et les préfets sont incapables de faire appliquer la législation dans ce domaine. La conséquence, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de mètres carrés illégaux qui sont en ce moment exploités en toute illégalité, entraînant des distorsions de concurrence considérables. Nous sommes face à une situation trop souvent rencontrée dans l'ensemble de la France. Des associations recensent tous ces mètres carrés illégaux et nous votons ici des lois qui ne sont pas appliquées. Nous votons des lois qui ne sont pas appliquées. Et il faut impérativement faire cesser ce scandale. Et là, c'est vers le gouvernement que je me tourne, Madame la Ministre, pour souligner que de son côté, il lui faut rapidement reconstituer des pôles de ressources pour procéder au contrôle nécessaire. On en parlait tout à l'heure des ABF, on parlait certains services de l'État qui étaient complètement dans l'incapacité de remplir leur mission. Là, il s'agit d'infractions à la loi caractérisées qui ne sont pas punies, qui ne sont pas interdits d'être exploitées et qui se traduisent par des distorsions de concurrence. Madame la ministre, j'aimerais vous entendre sur cette question, en sachant que vous n'êtes pas seul responsable. Tous les gouvernements précédents sont responsables. Mais ça ne peut pas durer. Merci, chers collègues. Madame la ministre ne s'étant pas manifestée, je mets aux voix l'article 16. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 16 est adopté. Voilà, alors là, nous avons réussi
à obtenir, c'est avant, le préfet pouvait aller contrôler. Donc, il pouvait… Maintenant, c'est le préfet doit aller contrôler. Il doit contrôler dans les 3 mois. Comme il n'agit pas, on est obligé de saisir la justice. Et maintenant, ça dure 3 ans à 5 ans. Donc, on passe de 3 mois les contrôles, on passe à 50 mois ou 60 mois. Et ils courent toujours. Et on leur demande simplement de fermer les surfaces illicites. Mais ça ne va toujours pas devant le procureur pour payer les amendes. Oui, alors vous disiez que c'était difficile de pouvoir calculer en monnaie, en euros, mais les mètres carrés, c'est facile à contrôler. Tout à fait, puisqu'il y a le permis d'origine. Ben oui. C'est comme ça qu'on fait. Hein. On va chercher le permis d'origine. Alors, il est archivé soit à la mairie, soit aux archives départementales. Après, il faut aller en préfecture, aller chercher s'ils ont des autorisations d'exploitation commerciale. Et après, c'est facile à faire. Hein. On calcule combien ils ont d'autorisation. La preuve à Leclerc-Genet, ils avaient une autorisation de 2500, ils en ont fait 4000. Mais ça, le gouvernement peut très bien le faire. Et très bien le faire. Il a les ordinateurs. Il faut savoir quand même qu'il paye des taxes sur les surfaces de vente. Donc, d'abord, faire un contrôle de savoir est-ce que les surfaces de vente exploitées payent déjà toutes les taxes par rapport à la surface de vente et ces surfaces de vente, est-ce qu'elles correspondent à une autorisation? Ben, c'est facile, hein, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir ce que doit la grande distribution. Oui. Ils ont qu'à me mettre au gouvernement devant les ordinateurs des surfaces. Moi, je fais tout de suite, c'est vite vu. Hein, il ne va pas falloir 6 mois pour faire rentrer les 418 milliards. Hein. C'est la prochaine étape, Martine. C'est pour vous. Vous connaissez le dossier par cœur. Personne ne vous résiste. Et puis, on ne peut pas dire que le gouvernement ne soit pas au courant, parce qu'avec toutes les interventions, les députés, les sénateurs qui interviennent, et la ministre qui reste muette devant l'altercation de M. Bourquin, c'est quand même incroyable. Les politiques, les élus locaux, l'administration et la justice, on peut dire qu'ils portent une lourde responsabilité dans la destruction du commerce indépendant et de ses conséquences. Je veux dire par là la désertification des centres-villes, la bétonisation, la perte des terres maraîchères, la perte d'emplois, etc., etc. Quand nous préparions l'émission, nous étions convenus de dire que nous nous retrouvons aujourd'hui devant un choix de société et votre appel à la population, ce sera votre mot de la fin, Martine et Claude. Oui, alors on a la chance quand même, on a eu 4 personnes déjà qui ont fait des courriers pour saisir Monsieur Bruno Le Maire. Donc on remercie quand même Mored qui a fait le premier courrier qui amène l'élan. Mais après on a eu quand même Monsieur Nicolas Dupont-Aignan et on a quelques jours après. Depuis 2012. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas l'engouement des politiques. C'est ça le problème. Alors, est-ce qu'il couvre tous ces élus, ces maires qui n'ont plus du tout de probité, d'éthique et de probité? Parce que l'éthique, c'est la morale. La probité, c'est le respect de la loi. Donc, on nous dit que les maires sont les meilleurs élus préférés des Français. Mais si on savait ce que faisaient les élus par rapport au centre-ville, c'est ça. On voit la capacité d'un maire, c'est celui qui a un beau centre-ville. Celui qui a des centres-villes complètement déglingués, c'est qu'il n'en a eu rien à faire de son centre-ville. C'est facile à voir. Hein. Oui, c'est clair. Donc, on va demander à tous ceux qui écoutent cette émission de partager, de diffuser. Il faut que chaque citoyen puisse se renseigne, fasse des recours à la mairie. Je ne sais pas trop comment on peut faire avancer ça. Qu'est-ce que vous proposez? Il faut surveiller. Dès qu'il y a un panneau sur un terrain, il faut regarder ce qui va se faire et surtout lire les délibérations, parce que tout se passe aussi dans les délibérations des conseils municipaux. Déjà, dès le départ, il a un terrain, le maire va vendre le terrain.
Par exemple, à Saint-Martin-de-Crau, elle a vendu un terrain qui était prévu pour faire des logements sociaux. Donc, il y a bien une délibération pour vendre ces terrains, ces terrains qui étaient voués au logement. Donc, si les Français s'occupaient un peu de ce que font les élus avec les délibérations, ben, on n'aurait peut-être pas, parce que c'est pareil, quand ils vendent des terrains pour faire un Amazon, pour faire, voilà, on ne peut pas, nous, tout seuls, ce n'est pas au dernier moment, quand il y a le permis de construire qui est affiché sur le terrain, qu'il faut se réveiller. Il faut les suivre. Il faut suivre ce que le fait. Et ces informations sont accessibles à tous. Ah oui, parce que maintenant, alors fort heureusement, ça, alors je reconnais qu'il y a eu de l'évolution. Vous avez sur Géoportail, vous avez tous les bâtiments, chacun peut mesurer les bâtiments, il y a les outils pour mesurer. Le cadastre, c'est pareil, il y a les outils pour mesurer. Il y a maintenant tous les, comment ça s'appelle, les cours d'eau on peut suivre ce qui se passe avec un permis de construire. On n'est plus obligé de faire des kilomètres, on peut tout contrôler. Mais seulement, il faut que le citoyen envoie l'enjeu de ce... Parce qu'au final, il s'agit quand même de récupérer tout cet argent que l'État aurait dû verser, et c'est de l'argent qui appartient aux Français qui sont paupérisés parce qu'on leur dit qu'il n'y a pas assez d'argent. On a surtout supprimé les emplois. Oui. Parce que vous avez, quand on parle que la grande distribution crée 200 emplois et on en détruit 700 autour, on va parler des emplois des commerçants, mais on ne fait pas le rapport avec tous les emplois collatéraux. C'est-à-dire, vous aviez les petits livreurs, vous aviez les représentants, vous avez les petites industries. Tout ça, c'est mort parce que toutes les petites industries, elles n'ont jamais été référencées dans la grande distribution. Oui. D'accord ? La paysannerie, c'est pareil. Elle n'est pas référencée dans la grande distribution. Donc, vous avez des millions d'emplois qui ont disparu. Et aujourd'hui, quand on voit des gens qui sont même pas... Vous avez 11 millions de pauvres en France parce que justement, toute la manne financière a été captée par des surfaces illicites. Parce que moi, je ne vais pas... C'est pas moi qui vais dire qu'il ne faut pas la liberté d'entreprendre. Nous aussi, on est pour la liberté d'entreprendre, mais dans la règle et dans le respect d'autrui. C'est ça. Absolument. Le truc. Merci beaucoup. Merci Martine. Merci Claude. Voilà. Voilà. Dernier acte de ce soir. Oui. Merci infiniment à tous les deux pour votre témoignage. Oui. Si vous pouvez inviter Monsieur Bruno Le Maire, voilà. on peut faire on peut faire une conférence, un débat. Un face-à-face, on va essayer. Voilà. Bonsoir Martine, bonsoir Claude, merci infiniment. Chers auditeurs, chers amis, merci de nous avoir écoutés et bonne fin de soirée. À la semaine prochaine.